Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on est avec Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal. Il a été plus courageux que nous autres. Le budget d'hier, il l'a lu. Gabriel, juste pour te présenter, les gens peut-être te connaissent moins. On a reçu Renaud Brossard quelques fois, on a reçu d'autres personnes de l'Institut économique, mais qu'est-ce que tu y fais à l'Institut économique de Montréal? Puis c'est quoi ton rôle, juste pour qu'on te situe un petit peu, là? Ben d'abord, merci pour l'invitation. Mon Ça fait nom plaisir. est évidemment Gabriel. Je suis analyste en politique publique au sein de l'IEDM. Je travaille sur plusieurs sujets, les finances publiques, l'énergie, notamment l'électricité. On le sait, c'est un enjeu chaud au Québec, le logement également. Donc, je fais des entrevues, je fais de la recherche à cet égard. Puis voilà. Parfait. Donc, on l'a vu là, dans les dernières semaines, surtout les 2 dernières semaines, le gouvernement fédéral s'est livré là, à ce que les commentateurs ont appelé ça un striptease budgétaire, là. C'est-à-dire que pratiquement au lieu d'annoncer le budget, pratiquement chaque jour, on mettait la table, on va faire un petit programme comme ça, une autre affaire, des lunchs à l'école. Donc, on s'attendait à un gros déficit, encore une fois. Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit de cette ampleur-là? Et c'est quoi les faits saillants un peu que toi, tu retiens là, de ce budget-là? Alors, je m'attendais à un déficit peut-être un tout petit peu plus élevé. Je pense qu'on avait voulu nous préparer comme ça, mais la Ouais. réalité, ça reste quand même un déficit de 40 milliards, qui est énorme. Euh, et donc, c'est très négatif, bien entendu, pour nous, là. Aucun équilibre budgétaire à l'horizon. Ça, je pense qu'il faut le noter, là. Dans 5 ans, on est encore à 20 milliards de déséquilibre, ce qui est inacceptable, là. OK, ils n'ont même pas de plan, là. Ils n'ont aucun plan, mais vraiment aucun. Et ça, on pense qu'en matière de saine gestion des finances publiques, c'est un zéro là, à toute fin pratique. On s'en va vers une décote avec des affaires comme ça, là. Ben, c'est problématique. Je vous dirais que l'élément pour moi et pour nous qui a été le plus négatif, c'est la hausse du gain en capital. Cet élément-là, là, je pense qu'il est central. Il faut bien comprendre l'impact de cette hausse-là sur le gain en capital. Ce qu'on nous dit, là, c'est on va taxer les ultra-riches. Concrètement, c'est-à-dire que le taux d'inclusion est à 50 % et passe à 66 % pour les gains en capital plutôt, qui vont être supérieurs ou égaux à 250 000. Ça, là, c'est une désincitation à investir. Les gens, là, qui vont faire, là, c'est que comme tu augmentes la taxe, c'est comme si, normalement, tu taxes ce que tu veux moins. Mais tu ne veux pas moins d'investissement, tu en veux plus dans un Canada où la dynamique de productivité est absolument désastreuse. Quand on se compare aux autres pays du G7, là, on est loin en arrière, simplement devant le Japon, mais derrière tous les autres pays, bien derrière cette moyenne-là. Et donc, ce qu'on dit, c'est vous allez moins investir parce que vous allez être plus taxé. Et cet investissement-là, elle permet une hausse de la productivité, une productivité qui est déjà bien derrière plusieurs pays. Et la deuxième de la Banque centrale, il y a quelques semaines, nous disait déjà, faites attention au Canada. Vous avez des problèmes de productivité, ça nous prend une bonne politique économique. Et comment le gouvernement répond? C'est en mettant de l'avant des hausses de taxes qui est justement une politique qui va à contresens de ce qu'on entendait déjà de la Banque du Canada. Alors, on se dit, ben, un instant, là, on a besoin de plus d'investissements au Canada, mais on établit un cadre fiscal qui va justement aller à contresens. Bref, quand on a vu ça, là, on s'est vraiment dit, là, un instant, je pense qu'on n'a pas compris ce qui s'est dit dans les dernières semaines. Ça, c'est clairement un des éléments qui, pour moi, semble incontournable et très, très, très néfaste. Évidemment, ce qu'on va nous dire au niveau du gouvernement fédéral et Chrystia Freeland, c'est non, mais à chaque année, il y a à peu près 99,87 % des gens qui ne déclarent pas de gains en capitaux substantiels. Vous parlez pour le 0,13 % des gens à l'IEDM, vous êtes des salauds? C'est bon, ça! Non. La réalité, c'est que les investissements pour la productivité, ça touche tout le monde. Parce que qui dit productivité, dit niveau de vie. Donc, même si moi, j'investis pas de gain, même si je n'ai pas de gain en capital, là, mon niveau de vie va augmenter si collectivement, on est plus productif. Et pour ça, bien, ça prend des investissements avec la machinerie, tout ça pour augmenter la productivité du Canada qui, disons-le, selon les produits, va être la plus lente du G7 d'ici 2060. Donc, c'est notre niveau de vie, là, c'est les jeunes générations, c'est les générations futures qui vont avoir
en fait, qui n'auront pas vraiment d'amélioration ou très, très peu d'amélioration du niveau de vie. Puis évidemment, on passe sur la dette qui explose parce que ça, c'est un autre sujet qui est absolument désastreux. Quand on dit que c'est un budget pour les prochaines générations, je peine à le voir. Je peine à voir comment endetter des générations par dizaines de milliards de dollars avec des paiements sur l'intérêt là, qui atteignent 54 milliards, ce qui est l'équivalent de la TPS et c'est presque l'équivalent de notre mammouth de santé au Québec. C'est un petit peu moins, mais on s'y approche. Donc là, on faut quand même se dire que ça n'a pas de sacré bon sens ce qu'on voit dans un contexte où on a besoin de retour à l'équilibre budgétaire. Le gouvernement là, va complètement à contresens. Puis ça, bien, on se demande comment c'est possible qu'ils prennent cette tangente-là dans un État qui s'hypertrophie. Je pense qu'il faut vraiment qu'on recentre. La problématique, en fait, si elle est en matière de dépenses. Le gouvernement dépense beaucoup trop et il est étourdi à force d'accumuler des programmes. On sort toujours plus de programmes. Des fois, c'est des programmes qu'on n'a même pas de besoin. Là. Quand on pense au Pharmacare, qui est essentiellement avec le pouvoir de dépenser, on s'immisce dans le champ de compétences provinciales, on crée un programme qu'on n'a pas de besoin au Québec parce que les assureurs privés offrent un excellent service et on dit, voici pour certains types de médicaments, notamment le diabète, on va dire, ça va devenir un monopole d'État. Le problème, c'est que les assureurs privés, eux autres, bien, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on va venir gruger vos parts de marché, ça devient moins intéressant. Est-ce que nous, on va avoir une moins bonne couverture à cause de ça? Dans un contexte où le Québec n'a pas besoin de ce type de programme-là et qui va coûter quand même 1,5 milliard sur quelques années, c'est problématique et on les additionne, ces programmes-là, quand on n'en a pas de besoin. C'est ce qui vient pousser à la hausse les dépenses. Et au final, bien, on va justement voir ça, là, des hausses de taxes contre-productifs qui vont nous donner 6,9 milliards environ la première année. Et le rendement, il est décroissant, c'est-à-dire qu'on va aller chercher de moins en moins d'argent pour un 19 milliards sur 5 ans. Ce n'est pas une mesure qui va donner tant d'argent que ça au gouvernement, mais qui va faire très certainement mal à l'économie canadienne. Mais tu sais, d'un point de vue de justificatif, on a de la misère un peu à comprendre parce que je regarde les différentes annonces qui ont été faites. Tu sais, tu disais c'est des programmes souvent qu'on n'a même pas besoin. Et je pense que la plus belle preuve de ça, c'est que les provinces, aussitôt que les programmes sont annoncés, la première affaire qu'ils essayent, c'est d'opting out. Tu sais, entre autres, je pense, hier, on a parlé notamment là, c'est ce qu'ils veulent faire avec le logement. Un autre 6 quelques milliards pour le logement. Première affaire qu'on sait, Legault et Ford disent ouais, nous autres, on aimerait mieux. On aimerait mieux. Si vous nous donnez l'argent, on va être content, là, mais on va opting out de ça. On a déjà notre propre plan pour ça. Après ça, tu as eu justement l'assurance médicaments. Plusieurs provinces ont fait la même chose. Ils font la même chose avec la tarification du carbone. Ils font plusieurs programmes que le fédéral essaye de mettre de l'avant. Ils n'ont jamais l'unanimité des premiers ministres provinciaux. Souvent, même la moitié d'entre eux, ou des fois même la totalité d'entre eux, disent on n'en a pas besoin, ça ne rentre pas dans le. Tu sais, ça s'immisce dans des programmes qu'on a déjà, on couvre déjà telle affaire, on fait déjà ça. Tu sais, je pense entre autres notamment aux annonces qu'ils ont faites sur nourrir les enfants dans les écoles. Je veux dire, bien des commissions scolaires à la grandeur du pays ou des écoles ou même des provinces ont déjà des mesures pour ça, ou en tout cas pensent que peut-être c'est pas nécessaire que le gouvernement fédéral se mêle de ça. J'ai de la misère à comprendre c'est quoi, qu'est-ce qui les pousse à aller de l'avant vers toutes ces dépenses-là, parce que moi puis Yann, en tout cas, on avait émis l'hypothèse qu'on était un petit peu dans la stratégie de la terre brûlée. C'est-à-dire que là, en ce moment, ils sont en mode, la seule solution qu'ils trouvent pour essayer d'attirer encore des votes ou de changer la tendance, c'est de dépenser, dépenser, dépenser. Puis ça va avoir comme effet que ça va menotter les mains d'un prochain gouvernement qui voudrait être plus responsable fiscalement. Parce que là, tu es obligé de prendre mesure par mesure puis essayer de défaire ça. Puis là, il y a un coût politique à payer. Oui, bien c'est sûr que le gouvernement, j'ai l'impression qu'il prend un bol de spaghettis, qu'il lance sur le mur, puis qu'il essaie de voir quelle nouille va coller, là, puis quel programme là, va vouloir rester. Là, je veux dire, il y en a trop de programmes. Là. Mais effectivement, on est dans une dynamique où on essaie de comprendre, est-ce que ça va... Il y a aussi une stratégie politique derrière. Je ne veux pas trop rentrer dans la question politique, mais on le voit quand même, là, où on va additionner les programmes. Est-ce que ça nous positionne bien? La réalité, c'est que les programmes, en tant que politique publique, c'est néfaste, ça nous coûte plus cher et certainement qu'il y a une idée politique derrière le fait de les mettre de l'avant pour voir est-ce que nous, en fait, ça va être plus populaire de créer un programme que de le retirer. La réalité, c'est que, encore une fois, on augmente par milliards de dollars et on est quand même à 40 milliards de déficit avec cette addition de programme-là. Là.
Donc, ça fait en sorte que même si on les additionne, puis peu importe la stratégie politique derrière, le contribuable, il est perdant. Il est clairement perdant ici. C'est pas vrai qu'on en a d'abord, c'est pas vrai qu'on en a besoin. Donc, d'abord, à la racine, moi, l'impôt qui sort de ma poche, l'impôt qui sort de votre poche et de vos auditeurs, de la poche de vos auditeurs, ça va payer des programmes en partie qu'on n'a pas de besoin. Déjà, ça, à la base, ça devrait nous révolter en partie, mais encore plus quand cette dette-là, elle augmente en matière de coûts sur l'intérêt. Tout ça, là, c'est vraiment particulier parce qu'on s'attend à un gouvernement, à une saine gestion des finances publiques. Et ce qu'on a depuis 2015-2016, c'est tout le contraire. Et puis ça sort de la tradition de Stephen Harper et également de la tradition libérale de Paul Martin. Paul Martin, qui a été premier ministre et qui, avant ça, était ministre des Finances sous Jean Chrétien. Les deux ensemble, les deux types de gouvernement, on a eu un gouvernement libéral responsable fiscalement, on a eu les conservateurs ensuite. Ce qu'on voyait, c'était réellement une saine gestion des finances. Ça nous a donné une cote de crédit 3A pendant plusieurs années. Moi, je me rappelle de Jim Flaherty, milieu des années 2000, qui arrivait avec son gros chèque vraiment plus gros que lui. Jim, c'était pas un grand monsieur. Puis, c'était le paiement qu'on faisait sur la dette ces années-là. On a sorti des graphiques hier où est-ce que, justement, de 2010 à 2015, on voyait le nombre d'employés fédéraux diminuer au niveau du gouvernement fédéral. Et depuis 2015, a carrément augmenté de plus de 100 000 personnes. Et ces 100 000 personnes, principalement dans des départements comme le ministère du Revenu, par exemple, l'Agence de revenus du Canada, puis l'autre, l'affaire des ressources humaines, tout ça, qui est des ministères à la distribution de chèques, principalement, ou d'inspection. Moi, quand je vois beaucoup de nouveaux fonctionnaires au ministère de Revenu fédéral, ça me donne un peu la chienne comme contribuable. À un moment donné, tu te dis, c'est quoi? Vous allez venir fouiller dans nos vidanges, voir si j'ai pas jeté une facture quelque part. Êtes-vous rendu d'avoir autant besoin de monde que ça? C'est hallucinant. Là. Ouais, Yann, je pense que tu mets le doigt sur quelque chose, c'est-à-dire que la saine gestion des finances publiques, elle n'est pas libérale ou conservatrice. Ça dépasse l'étiquette politique. Ça, c'est clair. On l'a vu au niveau de Stephen Harper, en partie de Brian Mulroney, surtout sous Jean Chrétien avec son ministre des Finances, Paul Martin. Et il y a eu des réelles coupes en matière de fonction publique. Entre 2010 et 2015, on a vu ça. Quand c'était le temps, quand on était sous Jean Chrétien, là, en début de mandat, on a vu une baisse là, assez impressionnante d'environ 40 000 fonctionnaires au niveau fédéral. Bien, ça a permis de rééquilibrer le budget et de dégager. Bien, on a eu là, plusieurs années de beaux surplus budgétaires au Canada. On a l'impression que c'est dans une autre histoire. On a l'impression que ça fait là, presque 100 ans là, après quelques années sous le gouvernement Trudeau parce qu'on a été habitué à des déficits colossaux. Et ça, ce que ça nous dit, c'est qu'il faut qu'on s'attaque à l'expansion sans fin de la fonction publique. On avait fait une étude, en fait, j'avais produit une étude là, en début d'année où je comparais depuis Brian Mulroney quelle est la croissance de la fonction publique. Et franchement, Brian Mulroney, par rapport à l'évolution de la population, parce qu'on s'est dit, ce n'est pas tous les ministères au Canada, mais notamment l'Agence du revenu du Canada, offre des services à la population. Donc, on s'est dit, on va prendre pour acquis qu'il y a une forme de... En fait, c'est qu'on intègre la population à ça, même si on sait que ce n'est pas tout à fait ça, pour nous assurer, justement, nous dire, attendez un peu, là, on a de plus en plus de personnes au Canada. Et ce qu'on constate, c'est que c'est inédit sous Justin Trudeau. Parce que ce soit Brian Mulroney, Jean Chrétien, Paul Martin ou encore Stephen Harper, il y a une réduction du nombre de fonctionnaires par rapport à la population, hein, par rapport à 1000 habitants. Sur Justin Trudeau, ça a augmenté de 25,8 %. C'est-à-dire qu'on est dans un autre continent, là, ici. Là. On n'est pas juste dans un autre monde, même. C'est parce que le gouvernement Trudeau, je pense qu'il n'y a simplement pas de culture de gestion. C'est-à-dire que lui, là, on le sait que par nature, la bureaucratie va s'expandre. On engage un fonctionnaire là, dans le ministère de la Santé, même s'il n'est pas supposé avoir le ministère de la Santé au fédéral, tu vas avoir un ministère à peu près de la Santé ou d'une agence. Lui, il va trouver un projet pour un autre fonctionnaire. Puis je peux vous garantir que le deuxième fonctionnaire qui a été embauché, il va avoir 4-5 projets pour 4-5 autres fonctionnaires. Donc, ça n'arrête pas. Là. La nature de la bête est en expansion, puis ça prend un frein politique. Si on n'a pas de frein politique, bien, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On voit en 8 ans une expansion de 100 000 fonctionnaires. Donc là, le prochain gouvernement, si le prochain gouvernement advient, si on suit les sondages, je pense qu'on s'enligne tranquillement vers un gouvernement Front conservateur, on veut voir une certaine approche où justement, on vient réduire le nombre de fonctionnaires pour s'assurer d'avoir un chemin clair vers le retour à l'équilibre budgétaire.
Et le budget d'aujourd'hui, non seulement en matière de programmes qui s'additionnent, on ne s'en va pas dans ce chemin-là, mais dans l'absence de désir de contrôle de l'expansion de la fonction publique, on est complètement ailleurs. Mais complètement. Donc là, on a l'impression qu'on est presque un peu abandonné par le gouvernement en la matière. Là. On nous dit, on va créer, on ne gérera pas l'expansion de la fonction publique. Malheureusement, il va falloir bouger sur la question. Écoute, je regardais, parce que dans le dernier budget provincial, quand Renaud Brossard était venu avec nous pour en parler, Yann, tu avais assisté au huis clos, puis un des thèmes récurrents du dernier budget et de l'autre d'avant, c'était des prévisions un peu jovialistes. Bon, Yann, je les répète, le premier budget de Girard, c'était les fonctionnaires vont accepter la nouvelle proposition de convention collective telle qu'elle à 9 % sur 5 ans. Finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Tout le monde pouvait un peu le prévoir, mais eux avaient prévu ça. Ils avaient prévu que c'était la fin de l'inflation, baisse des taux d'intérêt. Et c'était quoi aussi la dernière? Pas de récession. Pas de récession. Et là, je regarde, j'ai un tableau devant moi, scénario économique du ministère des Finances. Le tableau A 1.9 dans le budget. Et là, on nous dit le scénario pessimiste, c'est qu'entre 2024 et 2028, la croissance économique du PIB réel, c'est 1,7 dans le scénario pessimiste, 1,9 dans le optimiste. Attends un peu, tu n'as aucune récession dans un scénario pessimiste? Non, dans le scénario pessimiste, il y a un léger recul de 0,1 % en 2024, puis après ça, ça repart en haut. Ça, c'est le scénario pessimiste. Mais là, je pourrais vous donner les autres chiffres. Là, on a aussi, il prévoit, j'ai ça ici, les prix à la consommation. Donc, l'inflation, il prévoit scénario pessimiste 2,4, scénario optimiste 2,1. Juste rappeler qu'elle a augmenté hier. Finalement, on était sur un trend descendant et hop, pour mars 2024, on est reparti par en haut. Tout le monde... je me répète tout le temps, Frank. C'est hallucinant. Les gens prennent pour acquis que l'inflation, c'est fini. Les gens prennent pour acquis que les taux d'intérêt vont baisser cette année. C'est une gaffe de prendre ça pour acquis. Il y a de l'incertitude de ce côté-là. C'est même possible que les taux d'intérêt augmentent, même si notre économie est capote, là. Ouais. Est-ce que tu vois ce jovialisme-là, Gabriel? Oui, mais on voit qu'on espère. En fait, c'est qu'on espère peut-être que les taux d'intérêt plutôt le taux directeur va diminuer. Et la réalité, c'est que, comme Yann le dit, il y a une hausse du taux d'inflation au Canada. Le Québec a une bonne hausse aussi, il faut quand même le mentionner. Et aux États-Unis, pas plus tard que ce matin, on avait Ben Powell qui nous expliquait que l'inflation va peut-être coller plus longtemps que prévu, puis il va falloir qu'on attende pour la baisse du taux directeur aux États-Unis. Le Canada, il risque d'être dans une situation très similaire. Alors, on entend toujours les prévisionnistes nous dire ça va être cet automne, finalement, ça va être en juin. Étonnez-vous pas là, si ce n'est pas en juin puis ce n'est pas tout de suite. Là. Ça augmente. Je veux dire, le message est contraire à ce que la Banque du Canada attend. Donc, c'est sûr que ça peut coller. Et ça, bien, évidemment, il y a un impact direct sur l'économie. Qui dit taux d'intérêt élevé, dit taux directeur élevé, dit taux d'intérêt élevé. C'est plus difficile d'investir, prendre des prêts. Donc c'est clair. Puis les taux hypothécaires, on n'en parle même pas à quel point ça a augmenté au cours des dernières années. Ça va être plus difficile pour les gens d'aller dépenser, donc pour la consommation. Alors, c'est possible qu'on surestime les revenus qui vont être tirés. Et ça, je pense encore une fois qu'on revient à ça, mais c'est incontournable. Cette potentielle surestimation, potentielle, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont surestimé, mais ça reste une possibilité. Eh bien, ça veut dire que les dépenses vont être trop élevées. Alors, ils sont déjà trop élevés. Et ce qu'on est en train de dire, c'est on vous endette de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Si ça va moins bien, on va rajouter une couple de milliards. C'est ce qu'on nous dit là. Alors, il faut s'assurer que le gouvernement attaque les dépenses parce que c'est le noyau, en fait. C'est le nerf de la guerre aujourd'hui au niveau du Canada. Là. Au Québec, on a vu quand même un gros déficit de 11 milliards. Là, on est rendu à 40 milliards au gouvernement fédéral. Il faut se concentrer sur ça. Puis il faut arrêter d'augmenter les taxes là, parce que la taxe sur le gain en capital, on a parlé de productivité, c'est central. Ça, il faut le comprendre. Mais ce n'est pas juste les grandes entreprises ou c'est pas juste les ultra-riches. Là. Il y a des chalets là-dedans. Là. Il y a le chalet. Mais si vous avez le malheur là, d'habiter dans la ville de Québec ou à Montréal ou même à Trois-Rivières, là, vous vous dites, regardez, moi, je ne suis peut-être pas un friand de la bourse, j'ai envie d'investir dans un petit duplex. Vous allez habiter là une couple d'années, puis là, ben, vous vous êtes refait un peu d'argent, vous vous achetez une maison. Vous avez un duplex pour votre retraite.
quand vous allez le vendre, c'est bien sûr que si vous l'avez acheté il y a 10 ans puis vous allez le vendre dans 15 ans, là, vous allez le faire, votre 250 000. Tant mieux, c'est votre retraite. Mais on va aller vous en chercher davantage. Donc, ce n'est pas juste le 1%, c'est la classe moyenne supérieure qui vont être directement touchée par ça. Là. Mhm. Donc, Ouais, ça, c'est c'est- problématique, puis on ne l'entend pas assez. Et c'est toujours l'illusion hein, d'aller. Puis ça, d'ailleurs, c'est, tu sais, dans le, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le début de Justin Trudeau avec Bill Morneau, il y avait l'idée d'aller taxer le 1% des plus riches avec, je ne sais plus trop quelle mesure, mais c'est un affaire d'incorporation. Puis finalement, Ah, mais ils ont aussi un palier carrément, Frank aussi. Là. Mais ce qu'on s'est rendu compte après, c'est qu'il y a eu une baisse de rentrée d'argent. Ouais. Donc, c'est comme un peu une illusion, ça, qui essaie d'entretenir, je ne sais pas si ça des considérations politiques avec le NPD et autres, là, mais ça fait plusieurs fois qu'ils s'essayent à augmenter les revenus avec des mesures qui supposément sont ciblées sur les ultra-riches. Mais finalement, ça n'a pas l'air à fonctionner tant que ça, leur affaire. Ce qui est désolant, par contre, c'est que ça va probablement fonctionner dans la première année cette année. Parce qu'à cause justement de la date qui donne un temps d'à peu près 2 mois aux gens d'effectuer une transaction de gain en capital, moi, j'ai comme attendre qu'il va y avoir beaucoup de transactions qui vont s'effectuer, des transferts d'entreprise, des transferts de propriétés immobilières secondaires, des duplex, des triplex, comme on parlait, dans les 2 prochains mois, afin de bénéficier de l'ancien taux d'inclusion. Fait que ça va générer une entrée d'argent plus importante au gouvernement fédéral pendant ces 2 mois-là. Ça va être assez spectaculaire même. L'autre côté qui me gosse, c'est que pour l'instant, les provinces, je ne sais pas comment ça va être géré ailleurs, on suit généralement le fédéral dans le système de taxation. Au Québec, on le sait, on est différent de notre côté. Je veux dire, à matin, François Legault salive. Là. Il se dit « Hey, si le fédéral le fait, je vais le faire moi aussi. Pourquoi je ne le ferais pas? » Fait que ça, c'est l'autre affaire qui est tannante. Le gouvernement provincial, je m'attends que la mise à jour à l'automne prochain, il embarque le pas puis il suive le fédéral carrément. Là. Il va falloir qu'on surveille ça parce que c'est sûr que dans un contexte aussi là, où le provincial est dans un déficit de 11 milliards, qui n'était pas trop friand à l'idée là, de réduire sa fonction publique et de faire Bon, on a dit qu'on allait faire un comité de révision des dépenses. Maintenant, on va voir s'il y a des dents. Ça, c'est une autre affaire. Mais on est tellement dans le déficit qu'on risque de trouver ça beaucoup plus intéressant d'augmenter nos revenus que de gérer nos dépenses. C'est effectivement problématique parce qu'après ça, ben, encore une fois, c'est la boucle d'investissement qui va réduire dans un contexte où on a besoin d'investissement pour notre développement économique, pour notre productivité puis pour notre qualité de vie au Canada, mais également au Québec. Puis si le gouvernement Legault va dans cette direction-là, ben encore une fois, c'est une mauvaise politique publique, là, puis c'est une mauvaise politique économique plus largement. C'est-à-dire qu'on va aller full pin ses subventions, puis après ça, on va augmenter la taxe sur le gain en capital. Là, je pense que c'est très néfaste. Puis quand tu parlais, Frank, là, de la hausse du palier d'imposition, on a fait une étude à l'Institut, puis ce qu'on a constaté, c'est que, là, je parle au fédéral, quand cette hausse-là a eu lieu, là, on a regardé les chiffres, là, et l'impact dans la création d'entreprises au Canada, c'est qu'il y a plus de 9 000 entreprises qui n'ont pas été créées à cause de cette hausse d'imposition-là. C'est-à-dire que les gens ont moins d'argent dans leur poche et vont moins investir pour se créer une entreprise. Ça, là, c'est une attaque à l'entrepreneuriat en quelque sorte. C'est très néfaste et les revenus qui ont été générés ne valent pas du tout le coup par rapport à la création d'entreprises et à la culture entrepreneuriale qui, en quelque sorte, sont les créateurs de richesse. Donc, si on priorise la hausse des taxes par rapport à la culture entrepreneuriale, on est mal barré au Canada et je pense que ça se transmet directement dans la question de la productivité. Puis le bug aussi qu'on va avoir, c'est que ça, c'est un budget. C'est un exercice prévisionniste. Mais il y a des choses qu'on a été avertis clairement. Premièrement, il y a un article dans le Globe and Mail, si je ne me trompe pas, cette semaine, qui montre justement que les 2 derniers budgets, il y avait effectivement des plans de réduction d'effectifs, des plans de réduction de dépenses au niveau du gouvernement. Et dans les 2 cas, on a défoncé ces plans-là. On n'a pas été capable de mettre en place ces plans-là. L'expansion du nombre d'employés a continué. L'expansion des dépenses a continué malgré tout. Ce graphique-là là, que je fais apparaître à l'écran, on voit les petites lignes pâles en haut à droite qui montraient ça. C'était le plan initial là, de manière, il faut réduire. Et on voit qu'à chaque fois, la courbe principale continue de monter et le plan est dévié. Exactement. Fait qu'ils ne sont même pas capables de respecter leur propre budget. Fait que déjà qu'on part d'un déficit qui est gigantesque, on sait qu'ils ne seront même pas capables de respecter ce budget-là. Les 3 dernières années nous montrent qu'ils en sont incapables. Cette rigueur-là budgétaire qu'on a perdue, mais cette discipline-là de respecter son propre budget, c'est nouveau au Canada, ça. C'était pas tant que ça comme ça avant, j'ai l'impression.
Non, c'était pas comme ça. On a vraiment, c'est inédit sous Justin Trudeau, que ce soit l'expansion fulgurante de la fonction publique. Encore une fois, là, dans le budget, on a, bon, je vous dirais que l'attrition qui est proposée manque énormément d'ambition. Là, on parle de près de 5000 fonctionnaires. Moi, ce que j'ai peur, là, c'est que ça fasse comme au Québec. C'est-à-dire, voyez-vous, mesdames et messieurs, on a réduit de 5000 fonctionnaires. Pendant ce temps-là, j'en ai engagé 15 000. Fait que, tu sais, il ne faut pas non plus nous prendre pour des tweets, là. On le comprend bien que leur attrition risque très bien d'être remplacée par une embauche importante de fonctionnaires en même temps. C'est une première des choses. Mais c'est vrai que cette absence d'horizon vers l'équilibre budgétaire, elle est presque pratiquement inexistante dans les budgets de M. Trudeau et de son gouvernement. Et on peut se dire, mais ça sort d'où, là? Parce qu'auparavant, ce n'était pas comme ça au Canada. Auparavant, là, on avait un budget. Si on avait un déficit, on va aller rechercher le surplus ou du moins, on va aller essayer de chercher l'équilibre budgétaire. Aujourd'hui, je ne suis même pas persuadé que ça fait partie de la réflexion. Je suis rendu là. Je me dis, est-ce qu'il réfléchit à ça? Est-ce que quand on est à moins 20 milliards, moins 30, moins 40 milliards, on se dit un instant, il faut que la colonne des chiffres, là, puis la colonne la colonne des dépenses, puis la colonne des revenus, là, on arrive là vraiment à zéro. Je ne pense pas qu'on est là. Je ne pense pas qu'on est là, puis je n'ai pas l'impression que dans le prochain budget, dans la mise à jour économique, on ne se rendra pas là, très certainement. Les gens pensent que ça n'a pas d'impact, mais ça en a. Puis d'ailleurs, on a eu des bribes de la Banque centrale canadienne qui, à plusieurs reprises, nous disent très clairement, on a hâte de baisser les taux d'intérêt, on aimerait les baisser, mais il va falloir que les gouvernements provinciaux et fédéraux fassent leur part de la job, parce que s'ils continuent de stimuler l'économie artificiellement sur le fiscal, donc les récifères des déficits, c'est contre-productif pour notre politique monétaire de notre côté. Donc, on est dans une position qu'on essaie de canner l'inflation. La Banque centrale augmente rapidement les taux d'intérêt pour essayer de mettre le couvert sur la marmite. Et de l'autre côté, le gouvernement fédéral dépense plus. Donc, tous les efforts qui sont faits au niveau de la Banque centrale sont annulés par le volet fiscal du gouvernement qui est complètement irresponsable. Donc, les gens qui espèrent fortement une baisse de taux d'intérêt, vous devriez également, pour qu'un jour ça se produise, souhaiter que votre gouvernement arrête de faire des déficits. Mais ça, je pense que le Canadien moyen n'en est pas conscient. Et c'est tellement central. C'est-à-dire que la Banque Scotia avait fait une étude qui était fort intéressante sur la question. Elle avait dit, regardez, là, on est à 5, dans ce temps-là, je pense qu'on est à 4,75 ou 500 points là, du taux d'intérêt, du taux directeur. Bref, disons pour simplifier le tout, le 5 de taux directeur, là, ce qu'elle nous disait, c'est que les dépenses publiques, donc municipales, provinciales, fédérales, incluant la PCU qui a eu un impact important également, est responsable de 200 points ou 2 du taux directeur d'aujourd'hui de 5 Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nos gouvernements n'allaient pas dépenser en fou, si vous me permettez, ben, on serait beaucoup plus bas en matière de taux directeur selon la Banque Scotia. Quand on lit ça, là, on se dit, OK, c'est-tu vraiment des budgets pour les générations futures, ça? Est-ce que c'est vraiment des budgets pour nous, sachant que ça va mettre de l'huile sur le feu de l'inflation? Je le comprends mal comment ça peut être un budget pour moi qui est plus jeune, pour des jeunes encore, pour les prochaines générations. Je le vois absolument pas. Parce que là, la Banque centrale nous dit, calmez vos dépenses, on veut diminuer. On a la Banque Scotia qui nous dit, voici quel est le pourcentage dans lequel vous êtes responsable du taux directeur. Puis nous, ce qu'on nous répond hier, c'est, écoutez, ça va bien aller. On est là pour vous. On va vous endetter de 40 milliards. Puis dans 5 ans, vous allez être encore endetté de 20 milliards. Regardez ça dans 5 ans. Est-ce que ça va vraiment être 20 milliards ou on va être créatif puis on va avoir des programmes? Ça reste à voir. Absolument. Écoute, je vous donne quelques faits saillants, puis après ça, on pourra conclure tranquillement. Les dépenses de programme, 480 milliards, 480,5 milliards et les frais de la dette, 54,1 milliards. Ça totalise 534 milliards de dollars en hausse de 8 par rapport au budget de l'année passée. 8 Oui, en hausse de 8 par rapport au budget de l'année passée. Le déficit qui va être de 40 milliards cette année. Mais comment tu fais pour ne pas arriver quand tu as une hausse de 8 des revenus? Ah, écoute, je comprends pas. Les intérêts sur la dette sont en forte hausse. Ils ont passé les 35 milliards de dollars en 2022-2023 à 54,1 milliards de dollars en 2024-2025. On le dit, c'est la totalité de la TPS.
tout ce que vous payez, tout ce que vous achetez, tout ce que vous consommez a une taxe dessus du fédéral de 5 qui vous est chargée. Ça ne sert qu'à payer les intérêts de la dette. Juste t'arrêter 2 secondes. Vous vous rappelez, c'est le seul élément positif que je disais du ministère des Finances québécois. C'est que la gestion passée de la dette, qui fait qu'on a quand même beaucoup d'obligations à très longue échéance, a fait en sorte que l'augmentation des taux d'intérêt qu'on vit au Canada depuis 2-3 ans n'a pas eu d'impact négatif pour l'instant. On commence à avoir des impacts négatifs dans les budgets de 2029-2030. Fait que les sociaux-démocrates à la tête du ministère des Finances ont été très efficaces pour préserver le modèle. Au niveau fédéral, c'est une catastrophe. Tu ne peux pas passer de 33 à 54 comme ça en un an. Là. C'est débile. Fait que les hausses de taux d'intérêt impactent directement le gouvernement avec un coup de pelle en pleine face. Là. Non, c'est ça. Et la question que je voulais te poser en terminant, Gabriel, on le sait, un budget, c'est un peu comme un projet de loi omnibus. On passe toujours des choses un peu en catimini là-dedans. On se rappelle du dernier budget provincial. Le gouvernement, Éric Girard, François Legault, nous ont dit il n'y a pas de. Non, nous autres, on ne hausse pas les impôts. Les Québécois sont trop imposés. Il n'y a pas de hausse de taxes, pas de hausse d'impôts. Finalement, ça a pris 5 minutes trouver qu'il y avait une hausse de taxes sur les véhicules usagés, la revente de véhicules usagés, qu'on descendait maintenant jusqu'à 14 ans. Avant d'être exonéré de la taxe de vente. Et il y avait aussi une augmentation de la taxe sur les cigarettes. Eh bien là, je ne sais pas si je me trompe, mais de ce que je comprends, on tape encore sur les fumeurs, que je ne pense pas que ce sont les gens les plus fortunés de la société. Là, on va dire ça. Ils nous ont vendu tout leur budget en nous disant que c'était pour les ultra-riches et le 1 Là, finalement, si les chiffres que j'ai sont bons, on nous dit une augmentation de 4 piastres par cartouche de cigarettes qui s'ajoute au réajustement automatique parce que ces taxes-là sont indexées de 1,49 par cartouche, donc qui est entré en 1er avril. Donc, depuis le 1er avril, les gens payent 5 et demi de 5 piastres et demi de plus par carton de cigarettes, sans compter celui du provincial. Ça, c'est directement on appellerait ça, si on est dans une perspective plus de gauche, on dirait que c'est des taxes régressives. Là. C'est directement visé pour les gens les moins fortunés. Oui, exactement. On va augmenter les taxes sur les cigarettes, augmenter également les taxes sur les produits de vapotage. Donc, c'est vraiment ces deux augmentations. Oui, c'est ces deux augmentations de taxes-là. Puis effectivement, là, ce ne seront pas les plus fortunés qui vont payer, mais encore une fois, il faut taper le clou, il faut aller chercher des nouveaux revenus parce que on dépense trop, puis on n'est pas capable de gérer les dépenses. On veut créer un nouveau programme, donc on va taxer les gens. Puis effectivement, on est loin des plus riches là, quand on parle de ça. Maintenant, le gouvernement, sa taxe, il ne s'en est pas gêné pour le dire. Sa grande taxe, c'est la hausse du gain en capital. Puis au final, on surfe politiquement là-dessus. Malheureusement, c'est encore nous qui allons trop payer pour ça. Absolument. Hey, merci beaucoup, Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal. C'est un plaisir. On espère te reparler pour d'autres dossiers de finances publiques. Gêne-toi pas, tu as parlé de plusieurs papiers que tu avais publiés ou qui peut-être seront à publier. On sera intéressé à en discuter avec toi. Fait que on prend pas plus de temps de ta journée. Puis merci encore d'avoir été là. Un gros merci, les gars. Un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup.